Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français avec les télés locales de France et avec TV5 Monde, deux parties dans cette matinale, le JT des territoires, je vais vous y retrouver dans un instant, puis le club de la presse, puis à 8h, l'invité politique de Territoire d'Info aujourd'hui en direct, c'est Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force Ouvrière qui sera sur notre plateau. Je vous retrouve dans un instant pour le JT des territoires, à tout de suite. Une messe à Trèbes en hommage aux victimes a été célébrée ce dimanche à l'église Saint-Étienne de Trèbes en hommage aux victimes de l'attaque terroriste de Carcassonne et du Super U. Plus de 500 personnes se sont réunies. L'église Saint-Étienne de Trèbes accueillera jeudi prochain une veillée de prière pour la paix. Une marche blanche est également en préparation pour samedi 31 mars à Carcassonne. Alexis Kunz pour Via Occitanie. Une messe a été célébrée dimanche matin à l'église Saint-Étienne de Trèbes en hommage aux victimes de l'attaque terroriste. Plus de 500 personnes se sont réunies. Dans notre pensée, on va leur rendre un hommage particulier qu'ils le méritent vraiment. Voilà. C'est preuve qu'on les soutient. C'était mon devoir de venir. On est des êtres humains et nous sommes tous les mêmes, quoi. On a tous du sang rouge dans les veines, il ne faut pas oublier. Voilà. Donc essayez de faire du bien autour de nous et ne pas soutenir cette haine et cette violence qui est gratuite, malheureusement. Cette messe était l'occasion pour l'évêque de Carcassonne de souligner l'élan de solidarité qui est né après les événements. Les gens du lieu d'abord, mais la nation tout entière, j'ai l'impression, est extrêmement marquée. Parce que nous découvrons d'un seul coup notre précarité. Nous découvrons aussi combien, dans les événements douloureux, les gens savent se rassembler. Et comment ici, précisément, ces événements ont soudé les gens. Il n'y avait pas que la communauté catholique présente à la messe d'hommage. De nombreux musulmans sont venus apporter leur soutien. Je suis venu pour partager la douleur de la famille et on est choqués. On ne peut pas rester avec les mains croisées. Il faut qu'on travaille ensemble et faire quelque chose avec l'autorité, les familles, l'école, de parler, dialoguer, agissant ensemble, comme on dit, fraternité et solidarité. L'église Saint-Étienne de Trèbes accueillera jeudi prochain une veillée de prière pour la paix. Une marche blanche est en préparation samedi prochain à Carcassonne. On va se rendre en Bretagne maintenant avec la filière algues en Finistère. Ce week-end ont eu lieu à Plouguerneau les journées aux algues organisées par l'écomusée de la ville. L'occasion de s'intéresser à cette filière où dans le Finistère se trouve le plus grand champ d'algues d'Europe avec pas moins de 700 espèces recensées. Sophie Lecroisier pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme revient sur l'histoire et les enjeux de cette filière algues. Au XVIIIe siècle, la récolte du goémon servait pour l'agriculture. Riche en sels minéraux, les algues noires présentes sur l'estran étaient répandues sur les terres agricoles. Puis au XIXe siècle, le goémon livre un autre aspect de son potentiel. L'iode, présente dans ses cendres, permet la fabrication d'un antiseptique, la teinture d'iode. Un marché s'ouvre, le métier de goémonier se développe. Mais dans les années 70, il ne séduit plus. La nouvelle génération cherche à le mécaniser. Donc il y a tout un tas de recherches qui sont lancées pour mécaniser la récolte et on va aboutir à un nouvel outil qu'on va appeler le Scooby-Doo. Alors c'est comme, à la place de la faucille, ça va être comme quelque chose qui va enrouler les algues. On va le monter sur une grue hydraulique qui vient du milieu agricole, qui va permettre évidemment de mécaniser le métier. En 1950, 2500 tonnes d'algues étaient récoltées. Aujourd'hui, c'est plus de 65 000 tonnes qui sont extraites. Le nombre de goémoniers a lui diminué. Ils étaient 52 sur le port de Plouguerneau au début du siècle. Aujourd'hui, 35 goémoniers exercent sur toute la Bretagne. L'industrie de l'iode, c'est écroulé dans les années 1950, puisqu'on avait de l'iode qui venait d'Amérique du Sud, qui était beaucoup moins cher que l'iode breton. En revanche, elle est remplacée par une nouvelle industrie qui existe encore aujourd'hui, qui est très importante, qui est l'industrie des alginates. Donc les alginates, ce sont des gélifiants, des épaississants. Les algues ont beaucoup de potentiel. Elles stimulent le système immunitaire à la fois des plantes, des animaux et des humains. Les algues n'auraient pas encore livré tout leur potentiel.
La Bretagne projette de se lancer dans l'algoculture. Mais cet avenir pour la filière divise, malgré l'enjeu économique considérable. Voilà, on se rend dans les Vosges maintenant. L'un des 3 radars tourelles de France est installé au Tillot. C'est un zoom maintenant sur ce radar tourelle qui est installé dans cette région. Un radar nouvelle génération, encore en phase d'expérimentation. Il n'en existe que 3 en France et celui-ci est censé sécuriser un périmètre estimé dangereux. Anthony Sapp pour Vosges Télévisions. Il n'en existe pour le moment que 3 en France, dont celui-ci installé dans la commune du Tillot cette semaine. On les appelle les radars tourelles, imposants et multifonctions. Ils sont capables de relever les excès de vitesse, le franchissement de feux rouges, mais également le non-respect des distances de sécurité, le dépassement par la droite, le franchissement de lignes continues, le non-port de la ceinture de sécurité ou encore l'usage du téléphone au volant, et ce, en suivant une trentaine de voitures simultanément. Le maire de la commune, Michel Moureau, a été entendu. Il avait en effet demandé à la préfecture d'agir après plusieurs accidents, dont certains mortels. On pense évidemment à la petite dame-là, renversée par un camion alors qu'elle traversait cette route en novembre 2016. C'est le premier accident mortel sur ce carrefour, mais il y a eu des accidents avec des blessés dont on n'a pas parlé. Il y a eu des accrochages matériels dont on ne parle pas. Ensuite, au mois de janvier, on a un octogénaire du Ménil qui est renversé près d'un passage piéton à 50 mètres d'ici. 3 ans auparavant, on avait une mamie qui s'est fait écraser par un camion en amont à 100 mètres d'ici. Donc quelque part, la traversée du Tillot, elle est dangereuse. Effectivement, 8000 véhicules dont au moins 20% de camions traversent la commune chaque jour. Alors quel sera réellement l'impact de ce radar tourelle sur le comportement et la sécurité des uns et des autres? Les avis en tout cas sont partagés. Ça sert à faire du pognon, c'est tout, pour le gouvernement, c'est tout. Donc ça ne change rien, le radar? Ça ne change rien, non, absolument pas. C'est juste pour dire que les élus, ils ont fait quelque chose, uniquement pour faire passer aux prochaines élections. C'est tout ce qui compte. Pour eux, c'est que ça qui compte. Est-ce que vous pensez que ça va sécuriser un petit peu quand même? Oui, je vois. Il y a beaucoup de monde qui vont ralentir, ils vont se calmer. Pour le maire du Tillot, outre les nombreuses fonctions de ce radar nouvelle génération, c'est surtout une certaine prise de conscience qui devrait avant tout changer les choses. Amenons, je dirais, les automobilistes et puis surtout également les piétons à plus de cohérence dans leur comportement, à savoir respecter la réglementation, respecter les traversées pour les piétons, tout respecter. Le radar a donc été installé cette semaine, mais il est encore en phase expérimentale. Les données enregistrées seront analysées dans quelques mois. Dans le même temps, la municipalité souhaite réaménager ce carrefour, estimé effectivement trop dangereux. Elle attend désormais des réponses concernant d'éventuelles subventions. Voilà, si vous aimez la musique ou si vous êtes musicien, c'est maintenant un sujet pour vous. Un nouvel instrument débarque sur la planète musique. Le Jouet, c'est son nom, est né à Bordeaux. Il offre aux néophytes comme aux musiciens confirmés une nouvelle approche de la musique et des instruments. Christophe Chavonneau pour TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Sous les mains talentueuses du beatmaker Sunbay, le Jouet révolutionne les instruments de musique en un seul module et offre ainsi des possibilités infinies. Un ordinateur, une tablette ou un smartphone et un simple câble USB vous permettent de vous exprimer librement. La finalité, elle est dans ce côté très modulaire. On peut changer d'interface à la volée. Ça vient donner une notion d'instantanéité, d'expressivité et de créativité. Voilà. C'est aller chercher la créativité pour le musicien
et puis passer d'un instrument à un autre et pouvoir comme ça s'adapter en temps réel en fonction de ses envies et de ses pensées du moment, quoi. Dans la musique, ce qui vient faire l'intention musicale, ça va être effectivement la sensation qu'on va pouvoir avoir avec la matière. Donc ces couleurs et cette absence, j'ai envie de dire, d'écran de visualisation vont permettre de se concentrer sur le geste et sur l'intention musicale. Déjà commercialisé après seulement 2 ans et demi de développement à Bordeaux, le jouet qui a fait l'objet d'un crowdfunding a donc déjà été distribué à 260 exemplaires à travers le monde et pour près de 40% aux États-Unis. Voilà, le journal des territoires préparé par Soumaya Benaï, ça continue. Tout à l'heure à 8h, l'invité politique en direct sur ce plateau, c'est Jean-Claude Maïl, secrétaire général de Force ouvrière, qui sera avec nous. Mais tout de suite, c'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale dans vos régions. On regarde tout ça ensemble. C'est le deuil à la une de l'Indépendant de Perpignan, comme vous pouvez le voir sur cet écran. La douleur, c'est les attaques de Carcassonne et Trèbes. Une messe en hommage aux victimes a rassemblé la foule hier. Les premiers éléments de l'autopsie d'Arnaud Beltrame révèlent qu'il a été égorgé, vous savez, c'est ce gendarme héroïque. Le recueillement et les questions, très vive émotion hier à Trèbes à la sortie de cette messe. À la une de la Dépêche du Midi pour l'Union, toute la France est malheureuse. Hier, Trèbes a rendu hommage aux 4 personnes assassinées. De très nombreux témoignages de soutien ont lieu à travers le pays pour l'Union de Reims. Pour Ouest France, c'est une une sur l'hôpital, les urgences au bord de l'asphyxie, un problème qu'on connaît bien et que nous traitons souvent dans le journal des territoires. Et puis pour le courrier Picard, c'est Xavier Bertrand qui met la pression. Grève à la SNCF, le président de la région plaide pour la grève des contrôles plutôt que la suppression des trains. Et c'est l'édition d'Amiens du courrier Picard qui s'en fait l'écho aujourd'hui. Pour le Télégramme de Brest, Métairie, 20 ans à la tête de Lorient. Le lundi 2 avril, cela fera précisément 20 ans que Norbert Métairie a pris les rênes de la ville de Lorient. L'occasion d'un retour en images et en anecdote sur 4 mandats dont le terme est déjà connu, c'est avril 2020, à la une donc du Télégramme aujourd'hui. Pour la Provence, dirigée par Franz-Olivier Gisbert, édition Marseille, le procès d'une guérilla en pleine visite ministérielle. Le 9 février 2015, lors de la venue du Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, une bande de malfaiteurs avait tenté de déloger à coups de feu une équipe concurrente sur le marché local de la drogue. 15 hommes sont jugés aujourd'hui au tribunal. La Provence, édition Marseille. Puis pour la Voix du Nord, Parcoursup, la ruée vers Lille, ce sont les problématiques d'orientation qui sont traitées aujourd'hui par le journal dirigé par Pierre Mauchamp, rédacteur en chef Patrick Jankelevitch. Enfin, pour l'Écho de Haute-Vienne, notre ruralité inspire les Russes. C'est un voyage d'études en Limousin aujourd'hui à la une de l'Écho de Haute-Vienne. Si vous êtes intéressé par ces articles, vous pouvez les retrouver évidemment sur les sites internet de la presse quotidienne régionale si vous n'appartenez pas, bien sûr, à la zone où sont distribués ces journaux. Tout de suite, c'est le Club de la Presse ce matin avec Michel Richard, éditorialiste au Midi Libre et au Point. Merci Michel d'être là ce matin. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril Peter, bonjour. Bonjour. Vous représentez le supplément Écho du Parisien que dirige Jean-Louis Picot. Merci d'être avec nous ce matin. Dans l'actualité, on l'a vu, c'est la fin de cavale pour Carles Puigdemont. Des milliers de militants nationalistes réunis hier soir à Barcelone pour protester contre l'arrestation de Carles Puigdemont en Allemagne, l'ex-président de Catalogne. Affrontement violent, Michel Richard, 22 policiers blessés. Nous voulons un pays indépendant, nous voulons une république. Tels étaient les slogans hier soir. Ah oui, c'est une histoire incroyable, il faut bien voir. C'est un polar politico... diplomatico-juridico, on peut ajouter ça longuement, parce que donc... La situation aujourd'hui s'est tendue à la suite d'une décision de la Cour suprême espagnole pour aller vite, dans une situation complexe, a décidé de relancer un mandat d'arrêt européen contre tous les séparatistes, sécessionnistes, indépendantistes catalans. Si bien qu'aujourd'hui, vous en avez sur les 15 principaux, grosso modo, vous en avez 9 qui sont arrêtés. Et vous en avez 5 qui sont en exil, dont Carlos Puigdemont,
qui lui, profitant au fond d'une justice belge relativement accommodante, faisait un peu sa tournée des pays européens. Il allait au Danemark, quelle erreur en Suisse. d'appréciation, Michel Richard. Quelle erreur d'appréciation, oui, il a pensé qu'en effet... l'Allemagne est connue pour être l'un des États membres les plus coopératifs en matière policière et judiciaire. C'est vrai, mais vous savez que le système retenu, le mandat d'arrêt européen, fait que ces décisions appartiennent au système judiciaire, non pas étatique. C'est pas un processus d'extradition. Là, ça dépend des États, l'extradition. Mandat d'arrêt européen, ça dépend de la justice. Alors, justice européenne, le mandat d'arrêt européen a été lancé vendredi. On signale aux services allemands, par les services secrets espagnols, que le leader Puigdemont arrive sur leur territoire. La coopération s'opère. On lui met la main au grappin. C'est d'autant plus fâcheux pour lui qu'il y a dans le droit pénal allemand un chef d'inculpation qui ressemble à ce qu'on lui reproche en Allemagne, c'est-à-dire le délit de rébellion. Alors en Allemagne, ça s'appelle la haute trahison. En Espagne, ça s'appelle la rébellion. Mais du coup, le système juridique allemand peut très bien, voyant qu'il y a... C'est qualifiable. Exactement, qu'il y a coïncidence entre ces deux délits, ces deux crimes, il peut très bien décider de la... comment s'en sortent? On voit derrière vous des images des manifestations hier soir qui ont été violentes, 22 policiers blessés, je le rappelle, de nombreuses arrestations. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Alors bon, premièrement, le gouvernement espagnol se trouve avec le problème sur les bras. Naturellement. Sur le sort de Carlos Puigdemont, ça dépend de la justice allemande qui va regarder donc quelles sont les choses, les possibilités. Inutile de vous dire que les avocats de Puigdemont vont faire jouer absolument tous les recours. Donc ça n'est pas une affaire qui va se terminer en un rien de temps. Côté politique espagnol, c'est simple, il y a un délai, c'est-à-dire le 22 mai. Si d'ici au 22 mai, vous n'avez pas un président élu de la Catalogne, il faudra revenir à de nouvelles élections anticipées. Du coup, ou bien les partis indépendantistes se donnent un candidat qui ne tombe pas sous le coup de la loi de Madrid, c'est-à-dire qui n'est jamais appelé à la sécession, auquel cas il peut très bien se faire élire président de la Catalogne et, disons, c'est une issue la plus, comment dirais-je, la plus tranquille, si l'on peut dire, dans un contexte qui ne l'est pas du tout. Ou bien ça ne se fait pas et ce sont donc de nouvelles élections. Un dernier mot sur ce sujet. Comment c'est perçu alors dans la Catalogne française, en tout cas dans les régions limitrophes? Écoutez, chacun, évidemment, en suivant son opinion, pour, contre, ce qu'il y a, je pense, malgré tout, c'est un sentiment d'une certaine disproportion. Évidemment, Carlos Puigdemont, il est passible de 30 ans de prison s'il est condamné tout à la fois pour rébellion et pour malversation, parce qu'on lui reproche aussi quelques détournements de fonds et quelques malversations. Donc c'est évidemment très très cher payé. Il n'a malgré tout tué personne, n'est-ce pas? Maintenant, il faut voir que du côté de Madrid, la réaction qui a été, alors d'ailleurs diversement appréciée, elle a été extrêmement hard, dure, et évidemment, on peut avoir là-dessus des jugements très contrastés. Ça peut raviver des tensions, pro... Vous voulez dire en France? Oui, exactement, vous voyez ma question. Côté occitan, voilà, c'est pour ça. Côté basque. Pour moi, vous êtes éditorialiste du Midi Libre, et puis vous avez des attaches dans la région aussi, basque. Écoutez, c'est difficile de prédire l'avenir, mais bon, plutôt, je ne dirais plutôt pas. Mais maintenant, qu'il y ait malgré tout des tentations, y compris en France, on le voit bien sur la Corse aujourd'hui, puisqu'on est en train de négocier sur le fait de savoir s'il faut déclarer la spécificité corse dans la Constitution française. C'est en débat aujourd'hui. Alors, votre éditorial ce week-end, Le Tempo, il s'appelle dans le Midi Libre, on le retrouve ce matin dans le midilibre.fr d'ailleurs, intitulé « Le président, la poule et l'œuf ». Intéressant le titre, vous explorez le goût prononcé au fond d'Emmanuel Macron pour une communication maîtrisée. Ça, on le savait déjà. Oui, alors, si j'ai fait ce papier, au fond, c'est parce qu'il m'a semblé
que dans cette communication que Macron veut rare, maîtriser, il a l'obsession évidemment de se démarquer de ses deux prédécesseurs. J'adore la photo avec le président et sa poule dans les mains, prise au salon de l'agriculture. Absolument. Quand on lui avait offert une poule. Absolument, oui. Donc il veut une communication en effet maîtrisée, c'est-à-dire qu'on ne le considère pas comme son prédécesseur, comme un commentateur qui s'exprime sur tout, n'importe où, n'importe quand et n'importe comment, mais il veut toujours être considéré comme un acteur et donc ayant l'autorité de l'acteur, c'est-à-dire de la distance. Très bien, c'est un choix, pourquoi pas? On peut y trouver à redire, mais c'est un choix qui se justifie. Et ce que j'ai mis en exergue là, d'une manière un peu ironique, c'est que d'un autre côté, il me semble que sa communication, que l'on peut appeler people, prend de l'importance. Et voyez, d'où le titre un peu surprenant de mon papier, quand vous avez le président la poule et l'œuf qui met sur ses comptes Facebook et Twitter 3 minutes d'une vidéo où on voit le président de la République accueillir 2 poules à l'Élysée, la présentation qu'en fait le président à son chien Nemo, et puis le premier œuf pondu, etc., etc. Tout ça est très mignon, n'est-ce pas? Mais c'est, de mon point de vue, dangereux pour lui. Le peuple n'aime pas que les présidents jouissent. Il n'aime pas que les présidents s'amusent. Alors, ils ont naturellement, à titre privé, tout à fait le droit, et même c'est bien pour eux, et c'est sain pour leur esprit de s'amuser quand même un peu et de se distraire quand même un peu. Il ne faut pas trop le montrer au peuple, il ne faut pas trop se montrer comme ça dans des phénomènes, j'allais dire, de cours et quelquefois de basse-cour. Michel Richard, dans le Midi Libre, le président, la poule et l'œuf. Et on a vu la une du Midi Libre il y a un instant derrière vous, unis dans la douleur, bien sûr. Et il s'agit bien sûr, on le voit tout de suite, de la messe qui a eu lieu hier à propos de l'attaque terroriste de Trèbes. Avec vous, Cyril Peter, dans le supplément Écho du Parisien aujourd'hui, un titre que j'ai trouvé, moi, presque provocateur. Revoilà l'industrie, vous écrivez. Moi, je croyais qu'elle était en difficulté. On n'entendait que cela ces dernières années. Et à la lecture du Parisien ce matin, du supplément Écho, que dirige Jean-Louis Picot, que vous représentez sur ce plateau, j'ai compris que l'on avait des usines qui comptent parmi les plus performantes qui soient. Oui, c'est vrai. Ces dernières années, on s'est habitué à entendre parler de délocalisation, de fermeture d'usines. On pense récemment aux 900 salariés de l'usine Ford près de Bordeaux, justement, qui s'inquiètent pour leur futur. Mais si on regarde les chiffres, en fait, il y a plus d'ouvertures que de fermetures. 25 créations nettes Dites-le souvent, en 2017. Écrivez-le souvent. C'est pour ça. C'est écrit dans le papier que vous rédigez avec Virginie de Kéroten. Exactement, voilà. Donc, dans cette matinale. Ça prouve justement que l'industrie française se réveille sur fond de reprise économique, en bénéficiant aussi d'allégements fiscaux type CICE. L'industrie, tous les secteurs d'ailleurs sont concernés, investissent et misent notamment dans les nouvelles technologies. C'est pour ça qu'à troisième industrie manufacturière d'Europe, vous dites. Très loin derrière l'Allemagne, ça se sait. Derrière aussi l'Italie qui, elle, troisième. Oui, troisième, oui. Sur le podium, oui, voilà, faut le dire. Bon, après, la France est un grand pays, deuxième économie de la zone euro. Donc bon, se retrouver troisième, c'est pas non plus une honte, quoi. C'est pas mal. En tout cas, on a voulu mettre en avant les différentes facettes de ce réveil de l'industrie française à travers donc un abécédaire. Industrie, donc le premier I, c'est l'intelligence artificielle, une des facettes de ces nouvelles technologies, ou le deuxième nouveau I, modèle par exemple, économique. investissement, parce que cela suppose des investissements. C'est-à-dire que on va miser sur l'automatisation. Très souvent, les entrepreneurs que je rencontre, la semaine dernière, j'étais par exemple à Nancy, dans la dernière usine française qui fabrique des cartes à jouer, donc belote, poker, etc., le patron m'explique, la clé vraiment pour résister face à la concurrence étrangère, c'est l'automatisation. Automatiser les lignes de production. Et donc, c'est aussi robotiser. D'où la question de l'emploi, qui revient très souvent, parce qu'en effet, on entend beaucoup parler de fermeture, mais l'usine du futur, en fait, elle sera à la fois avec des robots. Il y aura de plus en plus de robots, c'est sûr, parce qu'il faut produire de plus en plus. Mais il y aura aussi des humains, parce qu'il faut bien veiller sur ces robots. L'Italie, deuxième
11,4%. Exactement. Pourquoi ? Parce que en Italie, ils ont continué à miser sur ce solide tissu de PME très souvent familial. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en Italie, on aime bien aussi mettre en avant, notamment dans le luxe, le Made in Italy. Ça fonctionne. Michel Richard, ça vous a étonné, vous aussi, ces chiffres ? Ah oui, puis ça m'intéresse parce qu'effectivement, comme vous le dites, Cyril, c'est tellement contradictoire avec ce que l'on nous dit. Alors on est un peu perplexe, on se dit, ah bon, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai ce que l'on nous raconte là, ça nous fait plaisir. Et alors évidemment, ce que l'on attend, c'est, comment dirais-je, la pérennité de ces industries-là, de ces entreprises-là, leur adaptation, leur pérennité, et puis leur croissance, qu'elles cessent d'être des PME pour devenir modèle allemand de grandes PME, au moins ça. Des ETI, ouais, c'est l'idée. Et puis on a aussi parlé d'un secteur traditionnel, peu robotisé, le textile, fragilisé par la mondialisation dans les années 80, 90 et encore 2000. Et là aussi, c'est un secteur qui se réveille en misant aussi sur l'innovation. Donc ça veut dire plus d'investissement dans la recherche et le développement pour faire des produits innovants et se démarquer. Et aussi encore par l'automatisation. Et pour la première fois depuis au moins 1950, dans le textile, les effectifs ont augmenté. Donc là aussi, c'est chiffre à l'appui. Alors il y a un chiffre qui m'intéressait aussi, 58%, c'est la proportion de femmes dans le secteur du nettoyage en 2015 selon les derniers chiffres de l'INSEE, 58%. Oui, ça c'est l'industrie manufacturière, donc on a voulu faire en fait une photographie un petit peu de l'industrie manufacturière, de l'agroalimentaire en passant par l'automobile, l'électronique. Et évidemment, il y a toujours des secteurs où il y a plus de femmes que d'hommes. Pour terminer, quel est le secteur qui va, selon vous, le plus progresser ? C'est, on va dire, je dirais, l'automobile et l'aéronautique, parce qu'ils sont déjà vraiment à la pointe des nouvelles technologies. C'est là-dedans qu'il faut chercher du boulot ? Ah bah oui, c'est Airbus. Si on regarde l'actualité, justement, en général, les bonnes nouvelles avec les commandes françaises à l'export, on parle de Dassault, de Thales ou d'Airbus, il y a évidemment... Malgré les 380. Voilà, non, mais il y aura toujours des déceptions. Il y a aussi une concurrence très forte avec l'américain Boeing. Reste que ce sont donc l'automobile et l'aéronautique, nos deux champions industriels en termes d'innovation des nouvelles technologies. Parce que par exemple pour le véhicule autonome, il faut miser sur l'intelligence artificielle. Merci Cyril Peter, très intéressant le supplément éco du Parisien. Aujourd'hui, revoilà l'industrie en France. C'est une bonne nouvelle, on le voit à l'écran. Merci Cyril Peter, à très bientôt. Merci Michel Richard, à tout de suite. On passe à l'invité politique dans un instant. C'est Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière. Mais avant ça, c'est la météo, le temps qu'il fait aujourd'hui en France et aussi dans les départements français de l'océan Indien, du Pacifique. On regarde ça ensemble. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.